Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les 10 commandements pour s'exporter aux US. François Véron, General Partner de Newfund. En France, on n'ose pas assez. Donc alors chez Newfund, on appelle ça le syndrome passe ton bac d'abord. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est bon et après, on a droit à. Et ça, c'est génial en France parce que tout le monde trouve ça naturel et ça donne des possibilités, notamment pour ceux qui sont passés par les diplômes. On a le fameux problème de diversité de la French Tech. C'est pas un petit problème. Mais il se trouve que les Américains ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc nous, on se dit, il faut qu'on ait toutes nos médailles, nos concours, tu vois, on a toujours plein de classements, etc. Et donc on va d'abord travailler là-dessus et après, ça va vachement bien se passer là-bas. Sauf que on a toutes nos médailles, tous nos concours et tout, et puis on arrive là-bas et ils disent, au fait, c'est quoi ton produit ? Et quel problème tu règles ? Vous l'avez deviné, cette semaine, nous découvrons avec François les frictions majeures qui interviennent lorsqu'une société décide de s'installer et se développer aux États-Unis. Grâce à l'aventure de Newfund, vous découvrirez combien la culture, mais surtout l'état d'esprit, peuvent complètement transformer une internationalisation. François prend leur propre cas, mais aussi celui de 3 sociétés dans lesquelles Newfund a investi, Tageos, Aircall et Into Bounds. Vous verrez que ça peut paraître assez banal, mais qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre. Sans les parcourir en détail, nous reprenons ces 10 conseils de Newfund sur le sujet et comprenons d'où ceci émane. Nous parlons des différences culturelles entre la France et les États-Unis et notamment growth versus fixed mindset. Et enfin, nous détaillons l'aide concrète de ces investisseurs, notamment sur les aspects culture et network. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour. Merci de me rejoindre pour un épisode sur FinScale, pour parler de Newfund, pour parler d'internationalisation aux États-Unis. Est-ce que je peux te demander, même si je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent te connaissent, mais de brièvement te présenter à nos auditeurs ? Je suis dans le venture capital, figure-toi, depuis 25 ans. Ouais. Et ça fait 15 ans que j'ai cofondé Newfund. C'est lancé en 2008. Depuis, on a fait, figure-toi, 150 investissements, 50 sorties. Voilà. Et depuis 2014, on développe l'activité aux États-Unis. Top. Donc, t'es né dedans, t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit, Voilà. en quelque sorte. Alors, avant qu'on parle spécifiquement d'internationalisation, j'aurais peut-être aimé que tu resitues Newfund, votre vision, votre thèse d'investissement et la philosophie d'investissement sur tous ces deals que vous avez faits depuis... Fondamentalement, on est un acteur de l'early stage. Donc, au démarrage de la boîte, avant ce moment critique où il y a le couple produit-marché, le product market fit. Et nous, on est vraiment actifs avant. Donc, on rentre très tôt dans les entreprises. Quelquefois, il y a le chiffre d'affaires. En général, on préfère parce que ça permet quand même de valider un produit, d'exprimer la vision des founders. Mais il y a des entreprises dans lesquelles on est rentré, des startups dans lesquelles on est rentré où il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Et notre métier, c'est de les amener sur cette première marche du podium qui est le product market fit. Et puis ensuite, de les accompagner là où c'est utile et où on a le plaisir à continuer l'échange avec les fondateurs. Top. Et vous êtes tous secteurs, vous investissez dans toutes les différentes verticales ou vous avez des préconisations sur certains secteurs ? Alors, on est assez ouvert. On est un des fonds qui avons fait des devices, par exemple. Donc, on n'est pas que logiciel. On a nos marottes. C'est vrai qu'on aime bien l'énergie depuis longtemps. Moi, j'avais été un des premiers actionnaires de Direct Energy. D'accord. Donc, ça remonte pas mal, mais c'était une aventure extraordinaire. On aime bien la santé. Ok. On a quand même pas mal d'investissements dans les fintech au sens large. D'accord. Parfait. Alors, je t'avais dit, avant qu'on prévoie cette date, que ça m'intéressait vraiment qu'on parle des frictions qui s'opèrent pour des startups qui s'internationalisent aux États-Unis. J'aurais aimé que tu reviennes sur certaines d'entre elles au travers de tout ce que tu as vu ces 20 dernières années et nous expliquer le genre de friction auquel on peut être confronté et le type de secteur sur lesquels on va retrouver le plus de friction. Je ne sais pas si c'est évident comme question, mais... C'est super large. Nos limites. Écoute, pour commencer peut-être sur les frictions, d'abord, il y a des aspects culturels et il y a des aspects business. Je commence par la culture ou je commence par le business ? Allez, culture. Allez, je commence par la culture. Ouais. En France, on n'ose pas assez. Donc alors chez Newfund, on appelle ça le syndrome passe ton bac d'abord. C'est excellent. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est bon
Et après, on a droit à. D'accord. Et ça, c'est génial en France, parce que tout le monde trouve ça naturel et ça donne des possibilités, notamment pour ceux qui sont passés par les diplômes. On a le fameux problème de diversité de la French Tech. C'est pas un vain problème, c'est pas un petit problème, pardon. Mais il se trouve que les Américains ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc nous, on se dit, il faut qu'on ait toutes nos médailles, nos concours, tu vois, on a toujours plein de classements, etc. Et donc on va d'abord travailler là-dessus et après ça va vachement bien se passer là-bas. Sauf que on a toutes nos médailles, tous nos concours et tout, et puis on arrive là-bas et ils disent au fait, c'est quoi ton produit ? Et quel problème tu règles ? Et nous, on dit, notre produit, il commence là, il va jusqu'à là et tout. Et en général, on a un périmètre fonctionnel du produit qui est hyper large, qui est beaucoup trop large pour eux. Par contre, il ne fait pas à 150% ce dont eux, ils ont besoin. Et en plus, on ne sait même pas exactement leur expliquer comment on se situe par rapport à la concurrence. Parce qu'il faut voir que ce qui, pour nous, est le statut, on va dire notre passe ton bac d'abord, pour eux, c'est qu'est-ce que tu as de plus que machin, bidule chouette. Donc, nous, on a vraiment une vision statutaire dans notre culture, c'est important, depuis Louis XIV et puis peut-être même avant. Et eux, ils ont vraiment une vision marché. Donc, ce qui est important pour eux, c'est comment tu te situes par rapport aux autres. What makes you special ? Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Et donc, pour ça, pour répondre à leur question plutôt qu'à notre question, c'est là où je reviens sur le oser. En fait, il faut y aller. Parce que si tu ne te confrontes pas aux acteurs sur place, tu ne sais même pas qui ils sont. C'est pas une question de Google, tu vois, c'est pas une question de faire une super étude de marché depuis la France. Non, il faut y aller, passer du temps à pitcher et puis comprendre du coup qui t'as en face, qu'est-ce qui fait que tu peux être meilleur, etc. Et puis progressivement, il y a plein d'idées qui vont se mettre en place. Alors ils ont un nom pour ça. Ils appellent ça le growth mindset versus le fixed mindset. Le fixed mindset, c'est comprendre quelles sont les règles, jouer du coup selon les règles. Tu vois, de dire, je vois. Et en fait, il y a une prof à Stanford, Carol Dweck, qui a écrit là-dessus et qui montre que en fait, l'intelligence, ça n'est pas ça. Ce qui est intelligent, c'est plutôt de dire comment est-ce que tu vas apprendre et qu'est-ce que tu dois apprendre. Et donc, typiquement, si ce que tu dois apprendre, c'est qu'est-ce qui fait que ton produit va marcher aux États-Unis, Joe, vas-y, vends-le. Passe un mois à San Francisco et puis tu vas vachement plus apprendre plutôt que d'avoir des théories ici. Et d'un point de vue business, il y a des éléments qui sont hyper critiques, je ne sais pas, dans la façon de recruter ou, je ne sais pas, des éléments additionnels à ceux que tu viens de mentionner ? Alors, c'est par rapport, donc là, ça va être le business, ça va être spécifique à chacun. Donc, tu fais un logiciel qui fait tel ou tel truc, ou tu fais... Et donc ça suppose de rentrer vraiment dans le marché, les besoins de tes utilisateurs. Il faut être hyper précis. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup moins de flou. Le marché est plus grand, les gens sont plus spécialisés dans l'ensemble. Il y a toujours des exceptions. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, il y a forcément des réserves et des exceptions. On généralise un petit peu. Mais du coup, il faut être très précis sur ton produit, quel problème il règle, et avoir fait ce que les Américains appellent son homework, c'est-à-dire connaître bien les besoins et le profil de l'entreprise, de la personne en face de toi. Et après, business, il y a beaucoup de règles business, en fait, qui sont moins naturelles chez nous. Ça va de arriver à l'heure, voire 30 secondes avant. Ça, tu l'as aussi en Europe. On a beaucoup progressé, mais à beaucoup d'éléments qui te permettent de faire la différence. Donc, effectivement, quand tu parlais de recrutement, par exemple, il y a plein de sujets sur le recrutement. Il y a le côté aux États-Unis, everybody's awesome. Donc, tout est toujours extraordinaire. Et on a un filtre à appliquer pour comprendre que simplement c'est leur façon de respirer et que ça ne faut pas le prendre pour, par exemple, un compliment incroyable et le fait que tout d'un coup ils adorent notre solution. Non. Tu penses que c'est plus facile d'un point de vue culturel pour des anglo-saxons, des anglais, d'aller s'internationaliser aux US ou pas, hormis la langue ? C'est une bonne question, je suis pas sûr parce qu'il y a... Alors on va dire que les Anglais ont une culture extrêmement marchande, sont très pragmatiques, donc de ce côté-là, ils ont un avantage, mais pas plus que les Néerlandais. C'est plutôt nous qui avons un désavantage par rapport à... On revient sur les éléments culturels. Non, je pense que les Anglais ont longtemps fait commerce de leur proximité. Donc, ils ont fait croire aux Américains qu'ils étaient une porte d'entrée pour l'Europe, et ils ont fait croire à tous les autres Européens continentaux qu'ils étaient une porte d'entrée sur les États-Unis. Mais ils ne l'étaient pas tant que ça. Et aujourd'hui, avec le Brexit, je pense que les gens sont plus exigeants en disant « Ok, tu me dis que tu vas m'aider, mais exactement, explique-moi comment ».
Super. Alors, quand on a échangé, la première fois que je t'ai eu au téléphone, tu m'avais parlé de votre expérience chez Newfund. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience et nous expliquer, alors sans trop rentrer dans les détails, mais vous êtes pris un peu les pieds dans le tapis à certains égards. Ouais. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces apprentissages que vous avez eus en vous internationalisant vous-même aux États-Unis? Alors, on s'est appliqué ce qu'on recommande souvent à des funders, pas dans toutes les situations, mais en disant, en fait, les États-Unis, c'est pas l'exploitation d'une opportunité, c'est un objectif stratégique, ou ça n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien de naturel. On n'est pas allé aux États-Unis parce qu'on avait une valeur ajoutée, une façon d'investir tellement incroyable, tellement évidente que les Américains, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Non, on l'a fait un petit peu à l'envers en disant, on veut, nous, pour notre aventure entrepreneuriale Newfund, et pour pouvoir bien faire notre métier d'investisseur, on veut pouvoir être aux États-Unis. Ça veut dire pouvoir aider nos startups qui veulent aller aux États-Unis parce qu'on y est, parce qu'on développe un réseau là-bas. Et du coup, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Et donc, on a fait l'inverse. On a dit on veut y être. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est le comment. Ouais. Et comme on n'avait vraiment pas beaucoup d'idées, on a dit on va faire $1 million d'investissement. On se donne une enveloppe. Et à l'issue de ça, on va voir si ce qu'on a fait, c'est juste horrible ou s'il y a des choses intéressantes. Pragmatique. Exactement. Et en y allant et en y retournant. En fait, aux États-Unis, il faut y aller et il faut revenir. Ce qui fait que les gens vont commencer à vous prendre au sérieux. Je parlais de passe ton bac d'abord. C'est qu'en fait, ils vont vous voir plusieurs fois. Quand tu veux dire, tu passais quoi, 1 mois, 2 mois quand Non, je passais 10 jours, 15 jours. Ouais. J'y suis allé au début, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ouais. Et puis surtout, à chaque fois que j'y allais, c'était une occasion aussi de prise de contact qui pouvait se prolonger en dehors, parce que souvent les gens sont pas là quand on y va. Ouais. Mais t'es là quand même. Voilà, mais c'est psychologique. Exactement. T'as fait des selfies. C'est surtout que comme t'as dit, Sandine Road. Voilà, comme t'as dit que tu y étais, ça montre quand même un peu de volonté. Ouais. Et du coup, les gens viennent te voir à Paris où c'est l'occasion des calls. Il y avait pas tous les Zooms et tout, mais il y avait déjà Skype. Ouais. Mais quand on y a été, ça paraît fou parce que c'est en quelle année, je parle 2014, tu vois, 2015, les débuts. Moi, j'avais pas l'abonnement data illimité pour passer des calls à tout moment ou avoir mon Google Maps qui fonctionnait. Hein. C'était la proximité a incroyablement. Ouais, c'est clair. C'est quand même beaucoup. Maintenant, on a facile. tous des. Je sais pas si tu as ça. Moi, j'ai 2 cartes sur une carte virtuelle. Ouais. Quand je vais aux États-Unis, on a les cartes, on a les coworking. Ouais. C'était le tout début de WeWork. Ouais, c'est vrai. Et puis les gens viennent aussi. On voit des gens aussi à Paris. Hein, on parlait tout à l'heure de l'Angleterre. Ouais. Paris est très attractif aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc il y a aussi une base. Tu peux dire aux gens, tiens, la prochaine fois que tu viendras à Paris, sans tomber complètement à plat, parce qu'en fait, la seule fois où ils vont venir, c'est le voyage de noces. Et guess what, ils n'ont pas envie de te voir à ce moment-là. Excellent. Donc ça a été le premier travail. Ça a déjà été de trouver des dossiers. Ouais. Pas complètement idiot, et puis de se dire dans quelle catégorie de marché on veut jouer. On parlait tout à l'heure du produit, du périmètre fonctionnel. Pour nous, ça a été de dire, en fait, on va pas être un VC là-bas, on va être un super angel. D'accord, intéressant. Donc on va revoir notre produit, on va dire, on va s'adapter. T'adaptes au marché local. Exactement, donc le produit qui faisait X, Y, Z en France, qui est un vrai VC, il va faire que X ou un demi de X, il va faire super angel. Ouais. En préparant, parce que c'est beaucoup plus intéressant de prendre ce risque-là et de préparer des dossiers où il va y avoir un VC américain plutôt que de dire je vais, moi, petit français, faire la concurrence au VC américain. Ouais. Et donc, ça, vous l'aviez senti ou pourquoi vous êtes parti sur ce setup? On vous l'avait recommandé? Non, on l'a compris sur place, ouais. D'accord. Ouais. En se prenant la porte, hein, ça aide. non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. 3-4 vestes, c'est bon. Voilà. En fait, comme c'est désagréable, tu essayes très vite de trouver une solution. Ouais. Et du coup, on a trouvé ce positionnement, on a révisé notre ownership, pourcentage qu'on prend dans les boîtes en face du chèque qu'on fait. Donc, on a révisé la taille du chèque aussi. Ouais. Donc, en fait, on a trouvé sur un produit que nous... sur lesquels on trouvait une continuité, qui est notre relation avec les founders. On a dit c'est ça qu'on veut garder. On a revu un certain nombre de paramètres qui sont assez essentiels dans notre métier. Donc c'était pas de gaieté de cœur, c'était pas facile. Et on a été guidé par l'humilité à ce moment-là. Ouais. Et du coup, tu crées, quand tu testes sur ce marché-là, tu crées un véhicule aux États-Unis ou tu investis en direct? On investit via notre fonds qui avait pour mandat
de pouvoir investir en partie D'accord. aux États-Unis. Vous aviez négocié avec vos LPs en Exactement, Europe. ouais. D'accord, ok. Exactement. Parfait. Donc vous êtes pris quelques vestes, vous avez développé ces quelques deals. C'était quoi, une dizaine de deals? Vous avez fait combien au départ? Oui, c'est ça, la première enveloppe, exactement. Ok. Ouais. En fait, si je vais être 100% honnête pour FinScale, le premier ticket de 1 million nous amène en zone grise. Malheureusement, c'est souvent ça. On se dit, on veut être blanc ou noir, paf, pas de chance, t'es un peu au milieu. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on se redonne $1 million. Mais en disant, voilà, celui-là, c'était vraiment le dernier. C'était trop intéressant pour qu'on dise on arrête, Ouais. mais c'était pas assez génial pour qu'on puisse dire, ça y est, maintenant, on a trouvé quelque chose. Ouais. Voilà. Et sur le deuxième $1 million, on a investi dans Aircall. Top. Et donc, à l'issue du deuxième, dans d'autres boîtes, mais Aircall était assez rapidement apparu comme la meilleure. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une boîte dans laquelle on aurait parfaitement pu investir depuis la France. Ben oui, j'allais te dire L'équipe pourquoi était vous française. êtes allé aux US pour investir dedans. Mais c'est super Parce qu'elle intéressant. avait été créée avec eFounders, Ouais. si mes souvenirs sont... Oui, et nous, on a été le premier VC post-eFounders. D'accord. Et c'est une boîte dont j'avais entendu parler par eFounders, d'ailleurs, par Quentin Nickmans, en octobre ou en Ouais. novembre, Ouais. quand ils ont essayé d'avoir des VC européens. Quand Ouais. ils ont essayé d'avoir des VC européens. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas réussi Et moi, je ne suis pas allé au rendez-vous. Parce d'accord. que, Ok. et comme je pense beaucoup de VC, en fait, dans notre tête de VC, dans notre petite tête de VC, dans notre mauvaise tête de VC, c'était, le terme à l'époque, c'était VoIP. C'était de la Voice over IP, c'était du logiciel transformé, faire le lien entre la partie télécom et la partie logiciel. Et c'est un truc où 100% des VC ont tenté leur chance et 100% ont perdu. Donc, c'est un peu le truc que tu n'as pas envie de regarder. Ouais. Et là, qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors, à ce moment-là, on avait commencé déjà à travailler avec Michel Meyer, un fondateur de Multimania, qui avait décidé de revenir dans la vallée. Et on avait fait un accord où il était venture partner de Newfund. D'accord. Et lui, à ce moment-là, il rencontre Olivier Payès dans la vallée, avec le côté growth mindset. Il est ouvert. Ouais. Il n'est pas fermé comme moi, mon truc, fixed mindset. Non, ben ça, on a déjà essayé, on a déjà donné, monsieur, madame. On ne reviendra pas, on n'est quand même pas con, on ne va pas faire 2 fois la même erreur. Eh ben si. Et ben en fait, si. Parce que Michel, il me dit, écoute, j'ai rencontré Olivier Payès, il est super, il faut que tu le rencontres. Il se trouve qu'Olivier faisait effectivement l'aller-retour. Et on discute avec Olivier, on dit, OK, mais ça va être difficile de financer en Europe, donc il faut très vite que tu puisses être une boîte américaine avec un développement le plus américain possible. Top. Et là, Michel Meyer le prépare, échange avec Olivier pour qu'il puisse être pris dans les accélérateurs. Il avait déjà essayé 1 an avant. Il s'était pris une veste. Et quels chez accélérateurs? YC. Ouais. Et là, il a eu tous ceux qu'il a présentés, on va dire, en deuxième saison, parce qu'il a eu 500, il a eu Alchemist, et puis je ne sais plus quel a été le dernier. Ouais. Et il a Et choisi. qu'est-ce qui a 500. changé entre la première fois où il a... Alors d'abord, c'est Applied. des accélérateurs un petit peu moins brillants que Y Combinator. Ouais. Et je pense que surtout, Michel l'a aidé à cacher ses défauts et à présenter ses forces. D'accord. Parce que, non mais, Il a fait un Pimp My Founder. c'était pas un pim, non, c'est vraiment une compréhension aussi sur la base de premier exercice, Ouais. de voir quels étaient les vrais problèmes de la boîte et de ne pas se limiter à ça Ouais. pour pouvoir mettre les beaux Tous les sujets. avantages Voilà, en avant. exactement. Ouais. Et D'accord. laisser le règlement des problèmes qui étaient des vrais problèmes, hein. On parle de sujets très structurels, Ouais. mais pour après, pour pas les cacher, mais présenter comment est-ce qu'on allait les traiter. Dans ce cas-là, vous êtes mis à structurer. C'est là que vous avez vraiment créé une antenne, entre guillemets, Newfound aux US. C'est correct? Alors, on a mis un petit peu de temps, Ouais. parce qu'entre-temps, Michel Meyer, c'est toujours des questions de personnes. Hein. Michel Meyer, il a fait des bons investissements, mais il a été repris par le virus de l'entrepreneuriat. Donc, lui, il a lancé Presence AI, qui ensuite a été vendu à Groupon. D'accord. Et on s'est mis en chasse d'une personne sur place, parce que ce dont moi j'étais convaincu, c'est que dans notre métier, c'est prendre trop de temps de créer des relations, d'avoir un network. Ouais. Et que si c'était moi qui bougeais aux US, ça n'allait pas marcher. Il fallait qu'on trouve quelqu'un qui soit dans notre culture, qui a envie de rejoindre l'aventure Newfund et qui ait déjà un réseau établi Sur place. Sur Ouais. place. Ouais. J'avais rencontré Henri Day en 2015. Henri, il était... c'est un Ardéchois, vient de chez nous. Ah, Il s'est installé aux US parce qu'il a fait Stanford. d'accord. Et à Stanford, il a cofondé l'incubateur de Stanford, Startix. Ok. Ensuite, il a créé sa boîte, il a développé sa boîte, il a vendu sa boîte. Et il est revenu à Startix comme VP stratégique. Assez intéressant
comme mission, parce que c'est aussi toutes les relations avec l'écosystème. Et puis à Startix, il a mangé 200, 300 startups qui pitchaient pour leur dire tiens, voilà mon feedback, c'est quoi ton product, comment on peut t'aider, etc. Ouais. Ce qui est exactement ce qu'on doit faire Top. pour développer un fonds comme Newfund aux États-Unis. C'était la personne. C'était la personne et je crois qu'Henri il se posait des questions et puis nous aussi. Et donc on s'est vu. Mais avant, pareil un peu comme l'histoire Aircall, avant de matcher avec Henri, j'ai vu un paquet de gens, des Américains pur sucre, des pas du tout Américains pur sucre, aller les voir en leur disant est-ce que ça t'intéresserait pas de travailler chez Newfund. Et ça a été assez dur. Le recrutement était quand même un sujet dur. C'était un sujet d'autant plus critique que nous on avait levé Newfund 2 à ce moment-là avec une poche de 30% pour les US. Ouais. Donc on avait sacrément intérêt à trouver quelqu'un pour déployer. Ouais, c'est clair, là ça met le booster. Parce que là on parlait de 30 millions de dollars à peu près, 30 millions d'euros, 30 millions de dollars. Donc on était en site, ça fait pas mal de deals quand même. Voilà, ça fait pas mal de deals, même si on fait un peu de follow-on, et c'était pas du tout du coup sur le fameux million de dollars de test and try du début. Tout à fait. Super. Alors, vous avez, suite à ça, et suite, j'imagine, à tous ces investissements, édité 10 commandements. Alors, on va peut-être pas passer au travers. Alors, tu nous as déjà pas mal parlé d'Aircall. J'aurais aimé qu'on parle de 2 autres exemples, Into-Bounce et Tageos. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais. Peut-être au travers de ces 2 exemples, nous expliquer un peu la stratégie qui a été prise pour ces 2 boîtes et peut-être ce qu'elles font, parce que je pense que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Nous expliquer pourquoi c'est des succès. Alors Into-Bounce, c'est une entreprise d'implants. Ouais. Ils font des implants et du matériel pour poser les implants dans un secteur très particulier qui est la chirurgie des extrémités, et même leur point fort, c'est la chirurgie du pied. Et leur point fort là-dedans, c'est la chirurgie qu'on appelle élective, c'est-à-dire c'est pas le trauma, c'est pas quand on a un accident en jouant au foot, c'est plutôt qu'on a un problème au pied et qu'on décide d'être opéré au moment où on le décide. D'accord. Donc on est dans du super précis. Je vois ça. L'idée d'Into-Bones au départ, leur idée assez révolutionnaire, c'est de s'intéresser avant les implants ou les vis, les plaques qu'on met sur le pied pour le modifier après une chirurgie, c'est de revoir tout le matériel de pose. Et ils ont inventé du matériel de pose à usage unique pour éviter d'immobiliser trop de capitaux, parce que c'est des tournevis, c'est des instruments qui sont en général très coûteux, sophistiqués, qui doivent passer par un cycle de stérilisation. Exact. Et du coup, qui ne sont que là où il y a beaucoup d'opérations. Et c'est très coûteux pour les boîtes d'implants parce qu'elles doivent d'abord donner ce matériel pour pouvoir ensuite vendre. En gros, elles donnent les machines Nespresso et après elles vendent les capsules. Personne n'achète sa machine Nespresso dans ce marché-là, dans cette partie du marché-là, en chirurgie. Et donc c'est une histoire assez formidable parce qu'ils ont su voir que c'était un avantage comparatif, mais il fallait aussi quand même développer des implants. Ils connaissaient bien le marché américain, ils avaient un très bon distributeur. Il se trouve que ce distributeur s'est fait racheter par une boîte qui était concurrente ou qui pouvait être concurrente de certains produits d'Into-Bones. Donc ils ont perdu leur distributeur. Aïe. Et du coup, ils ont un petit peu... Voilà, ça a été compliqué. Sauf que l'équipe de ce distributeur, à un moment donné, s'est retrouvée vierge de clause de non-concurrence. Et ils ont fait affaire avec eux pour se redéployer complètement aux États-Unis. Et donc avec une équipe extrêmement solide de sales, tellement solide que le patron des sales a voulu investir dans la boîte. Ils avaient des exits positifs. Il a investi dans Into-Bones et il est devenu le patron. Donc l'Américain, Alan Taylor, est devenu le patron d'Into-Bones. Ok. Et ça a été une très très belle histoire parce que ça c'est en gros 2016-2017 si ma mémoire fait pas trop défaut, et on a vendu en 2022, l'année dernière, à CONMED, un grand des implants qui a acheté finalement, en achetant Into-Bones, a acheté cette catégorie très dynamique de chirurgie de chirurgie du pied. C'est un des 3 exits de l'année dernière. Exactement. Et entre-temps, si je suis complet, on a continué à avoir un très beau moteur R&D en France, puisqu'Into-Bones a développé un système complet de chevilles, faisant appel à de l'impression 3D avec une dimension logicielle. Donc un implant mais très sophistiqué par rapport à d'autres qu'il pouvait développer. Et donc c'est vraiment un bel exemple où on a eu les sales côté US. Ouais. Un vrai enjeu culturel de fusion de l'entreprise avec un changement de CEO, mais Eric Fourcault, le CEO français, est resté patron
de la partie française est responsable des ventes pour tout le reste du monde hors US. Ouais. Et une R&D qui a continué à très bien fonctionner en France et qui a été très déclencheur dans la session. Top. Donc il n'y a pas du tout eu de transfert d'activité de tout ce qui était en France, c'est consolidé, mais en revanche n'a pas été transféré aux US. Non, la France est restée la France et a pris le reste du monde, on va dire, a continué à développer des produits et les US ont magnifié le système en récupérant, il faut quand même le dire, parce que les coûts de la santé, c'est pas les mêmes aux États-Unis et en France, mais ça se traduit aussi par des vraies opportunités pour les startups, puisque très vite, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été à 80% un chiffre d'affaires américain. Ouais, j'imagine. Et alors, l'autre boîte dont tu me parlais, c'est Tageos. Alors, Tageos, c'est une histoire complètement différente. Tageos, c'est une boîte très industrielle. Ouais. Alors, ça peut étonner dans l'univers des startups, mais en fait, Tageos, il y a des machines. Il y a des machines, et c'est pas un gros mot. Ouais. Il y a des machines à Montpellier. Voilà, c'est pas un gros mot non plus. Intobone, c'est une boîte lyonnaise. On voit beaucoup de boîtes non parisiennes comprendre très bien l'intérêt aux US, parce qu'à Paris, on a une petite, quand même, un peu, quelquefois un peu d'orgueil. Enfin voilà, on dit à Paris quand même. Chut, faut pas le dire. Voilà, faut pas le dire. Alors à Lyon, ils disent aussi un peu à Lyon, à Montpellier aussi. Mais quand même, je disais qu'il faut tout oser aux US et être modeste et s'ajuster en fonction de. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a beaucoup de boîtes non parisiennes qui réussissent bien, parce que ça leur permet d'éviter le passage par Paris qui n'est pas particulièrement agréable pour elles. Donc elles ont beaucoup à gagner. Voilà, Et donc Montpellier, ce que fait Tageos, c'est de l'identité numérique des objets. Donc en fait, ils mettent des puces, non pas dans la peau des êtres humains comme Minority Report, mais dans l'étiquette des jeans ou des doudounes Decathlon. Decathlon, par exemple, tous les produits Decathlon ont une identité numérique, et c'est ça qui fait que quand on passe à la caisse de Decathlon, on n'a plus besoin d'avoir de caissier. Exactement. Ouais. Et donc ça se développe beaucoup dans le textile, où il y a cette notion de collection, etc. Mais aujourd'hui, ça se développe dans beaucoup d'autres catégories. Ouais. Dans la santé, après les problèmes du Covid, on a maintenant de plus en plus d'identité numérique de chaque produit, notamment dans le médicament. Mais on l'a de plus en plus dans les bagages. On va voir bientôt que en fait, nos valises, en fait, on sait où elles sont. Et c'est super agréable de savoir où sont les valises, soit parce qu'elles sont quelque part dans l'aéroport et on aimerait bien savoir où, soit qu'on les a perdues et on aimerait bien aussi savoir où. Ça m'est arrivé 2 fois, c'est bien, t'attends et puis ça revient un jour, 3 mois plus tard. Oui. C'est passé par Tel Aviv. Et là, on a eu quand même en juillet des gros problèmes d'ailleurs sur les lignes transatlantiques. Et on se rend compte que Air France vous appelle, ou d'autres compagnies vous appellent en disant quelle couleur est votre valise, ou on a une valise noire de telle marque, est-ce que c'est à vous? Bon, à l'heure du digital, on doit pouvoir faire autre chose, et typiquement l'identité numérique est là pour ça. Ouais. Et donc Tageos, nous on a investi en 2012 et ils avaient une invention, là aussi, un procédé particulier qui permettait de faire que cette étiquette soit moins cher et surtout éco-friendly par rapport à la concurrence, parce qu'en fait, ils se dispensaient de colle. Ça leur a assuré un développement. Ils ont ensuite commencé à aller dans toutes les géographies, parce que la France n'était pas particulièrement en pointe, il faut le dire, en identité numérique des vêtements. Et les États-Unis ont très tôt été importants pour eux, mais ils n'ont pas mis beaucoup d'équipes au départ. Maintenant, ils sont en train de développer plus de monde et de capacité de fabrication là-bas, mais ils ont mis 2 personnes. Maintenant, c'était les bonnes personnes. C'était les personnes qui avaient les entrées dans le secteur, et ça leur a assuré un très beau développement du chiffre d'affaires, une belle partie de leur vente s'est fait là-bas. Eux, ils sont allés très souvent. Ils avaient une très bonne compréhension comme founder du marché américain, mais sur place, ils avaient un general manager, et pour leur industrie, ça a suffi. Top, ça c'est incroyable. À 2, ils génèrent combien? Je ne sais pas donner. Tu peux pas dire? Ah, dommage. Super, hyper intéressant. Alors concrètement, comment est-ce que vous les aidez, vous, chez Newfound, toutes ces boîtes dans lesquelles vous investissez? Alors on les aide par 2 aspects très différents, mais très importants. On les aide sur un aspect culture, et avec l'échange qu'on peut avoir avec notre équipe américaine qui est basée à Palo Alto. Donc quand une boîte du portefeuille décide de se développer aux États-Unis, c'est avec cette équipe-là qu'on la met en contact. Et d'ailleurs, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller les voir sur place, parce qu'on peut aussi faire un certain nombre de rendez-vous intéressants. Et c'est le deuxième point, on les aide sur le network, parce que alors là aussi, on n'a pas une très grosse équipe, on a 2 personnes, Henri Déé et Pierre-Jean Cobu, tous les 2 qui sont passés par Stanford, donc ils sont un beau réseau, ils sont installés aux États-Unis chacun depuis plus de 15 ans. Et quand il y a une boîte qui a quelque chose
quelque chose d'intéressant à dire, à faire, et ben on trouve toujours des connexions qui viennent enrichir les premières connexions, toujours les plus difficiles du côté de la boîte. Et après, ce qui est important, c'est de prendre les ballons rapidement pour pouvoir très vite développer sur ces premières touches des gens qui vont être un réseau de gens qui vont être intéressés par la solution que développe la startup. Et alors, vous les accompagnez après quand ils vont sur des séries A, séries B, parce que vous n'investissez plus dans... Notre network, il comprend aussi des fonds d'investissement, tu as raison de le dire. Ouais. Donc, on a compris au travers des exemples que tu as donnés ce que vous leur avez concrètement apporté, mais j'aurais aimé quand même que tu reprennes les 10 commandements, si tu pouvais en key takeaways pour l'audience, avoir en tout cas certains éléments critiques en tête avant de finir cet épisode. Alors d'abord, ces 10 commandements, ils sont, c'est très modeste, c'est quelques tips qu'on a voulu partager. Ils sont en ligne sur notre site internet. Je mettrai la référence sur la newsletter. Ouais. Il y a des choses évidentes de comportement. Je voulais en retenir 3, si tu veux. Ouais. Le premier, c'est ask for advice, get money. Get money, ask for money, get advice. Souvent, on veut aller droit au but, et les Américains, ils aiment bien ils aiment bien qu'on enjoliver, enfin, on établit des relations. Ouais. On va établir des liens. Et quand même, le business et l'argent, c'est quand même la grande affaire aux États-Unis. Évidemment qu'on est là pour ça, parce que fondamentalement, le business des US, c'est le business. Ouais. Mais c'est pas forcément là qu'il faut être le plus direct. D'accord. Et donc, notamment, il y a cette notion de feedback qui est très importante. C'est très important de montrer qu'on est à leur écoute. Et en plus, c'est vrai qu'on va apprendre plein de choses. Ouais. Et donc cette idée de dire je viens te voir non pas parce que je veux te vendre quelque chose, mais parce que je suis sur une aventure qui est intéressante et ton feedback va m'intéresser, c'est une mécanique qui est ultra puissante. Que tu retrouves pas en France, tu trouves ? Non. Non, parce qu'en France, on va avoir une vraie dichotomie. On va avoir des gens qui vont vraiment venir te voir pour du conseil, parce qu'ils veulent savoir comment pas se tromper. Tu vas rentrer dans du conseil un peu général. Pour réussir, faire tel truc, il faut faire ça. Bon, franchement, en fait, on n'en sait rien, je te dis. Ce qu'il faut, c'est d'abord oser. Moi, si j'avais écouté les conseils, d'abord, j'aurais jamais lancé New Fund. Après, je ne serais jamais allé aux États-Unis. Enfin, tout ce qu'on a fait de bien, c'était pas des trucs évidents. Et c'est des choses qu'on a fait parce qu'on s'est dit, on doit le faire pour pouvoir bien faire notre métier, mais pas parce que quelqu'un nous avait conseillé de le faire. Tout à fait. Et à l'inverse, souvent, si tu vas voir un directeur des achats pour qu'il achète ton logiciel, enfin, tu vois, valide ton logiciel ou une cible business, là tout de suite, tu vas naturellement en France lui dire j'ai quelque chose à te vendre. Et souvent, il se passe ce qui est dit d'ailleurs aux US, c'est qu'il va te conseiller, il va pas forcément te l'acheter, mais il va du coup te conseiller comment ton truc devrait marcher. Alors que si tu vas le voir, lui qui est ton acheteur potentiel, en disant voilà, j'ai quelque chose d'intéressant, mais vous êtes un spécialiste, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ben là peut-être que tu vas nouer une relation de manière différente. Le deuxième, on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est vraiment fondamental dans nos lectures, Everything is Awesome, il faut vraiment discounter ce qu'on nous dit. Et donc il faut s'armer de courage, pas chercher une validation, vraiment il ne faut pas chercher une validation. Je reprends notre expérience New Fund tout à l'heure, on a eu ce premier $1 million, bon, c'était pas horrible, mais c'était pas une validation. Et il faut savoir que la validation, elle met du temps à venir. Donc, il faut beaucoup de courage là-dessus. Il ne faut pas chercher à ce que les gens t'encouragent naturellement. Donc, il faut écouter ce Everything is Awesome, le discounter. Super, ça fait qu'on se sent bien. Mais savoir que ça n'est pas en tant que tel un encouragement. Et avoir le courage, pour le coup, de continuer. Et le troisième, c'est que friendliness est différente d'être ami. Les Américains, ils ont une notion très particulière de l'amitié qui va être très différente de la nôtre. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça pourrait nous amener sur des heures. Mais il ne faut pas considérer que parce que voilà, on a bien échangé, parce que qu'on c'est a passé un bon moment, etc. Ou même qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui est non transactionnel. Ça reste très distant et c'est pas grave. C'est leur façon de faire. Et encore une fois, il faut vraiment avoir le courage et la volonté de faire à leur façon et pas à notre façon. C'est normal, on est chez eux. Donc humilité. Ça, c'est le premier des commandements, on va dire. Ouais, c'est le premier des commandements. C'est le premier, c'est le dernier, c'est celui du milieu. Super. Bon, écoute, j'aimerais encore qu'on parle de plein de sujets, mais on n'a plus beaucoup de temps. Pour clôturer cette discussion, François, est-ce que tu pourrais revenir sur Graduation Platform, qui est une des différentes plateformes que vous avez à disposition des entrepreneurs ? Oui, Graduation Platform ou Fundraising Platform, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément de tâches répétitives d'une boîte à l'autre, d'une start-up du portefeuille à l'autre, quand elle voulait lever des fonds. Il y a la fameuse liste des VC qui sont dans la cible.
Il en faut une centaine. Il y a le fameux deck qui est super barbant. Il y a la super data room à faire. Et souvent, on avait des founders qui étaient tentés de prendre des M&A au niveau du Série A. Et notamment pour lever auprès d'internationaux, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? On a tendance à assimiler ça un peu aux marieurs ou marieuses du 19e siècle. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Non, l'image est bonne. Ouais, maintenant, on fait que des mariages d'amour et tout, mais regarde qu'il y en a un certain nombre qui ne durent pas autant qu'on le souhaitait au démarrage. Et c'est vrai qu'un appariement, c'est un métier. Il y a des gens qui vont aller bien ensemble, et d'autres pour la vie, et d'autres moins. Ouais. Et donc, à l'époque, au 19e siècle, c'était un métier qui était reconnu. Aujourd'hui, ça paraîtrait comme le truc le plus horrible si... pour te marier, fonder une famille, tu passais par un intermédiaire. Et pour un VC, non mais tu rigoles, c'est vraiment. Mais pour un VC américain, passer par un intermédiaire, c'est un peu comme si. Utiliser une marieuse. Voilà, utiliser une marieuse pour trouver le meilleur des conjoints. Et donc, mais néanmoins, il y a quand même des choses à faire. Ouais. Il y a ces fameuses listes, ces decks, etc. Et donc, on a créé chez Newfund ce poste stratégie pour apporter aux funders tout ce qui est, on va dire, de l'ordre du produit, ce qui est scalable, ce qui est relativement répétitif d'une boîte à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une spécificité. Quand HD Rain, qui fait un produit incroyable pour prévoir les précipitations et être ultra précis dans la mesure des précipitations, va lever, on imagine bien que ça ne va pas être exactement la même chose que Miami, qui fait du plant-based et qui a une usine à construire. Bon. Ou Data Galaxy, qui est du pur software. Mais néanmoins, il y a quand même 500 à 800 VC actifs pour les boîtes de série A et extraire une liste d'une centaine de VC parmi ces 800, ça nous prend tellement moins de temps que pour le founder de faire son boulot qu'on peut au moins la lui mettre à disposition. Ouais. Pareil sur le deck, on peut lui donner du feedback. Voilà. Et donc c'est toute cette mécanique-là avec les feedbacks qui vont derrière, avec les tips, avec les conseils, etc. qu'on a, je ne dis pas que c'est un produit de type logiciel, mais qu'on a essayé de synthétiser, de présenter pour que ça soit le moins long possible, le moins lourd possible pour le founder et qu'il puisse se concentrer sur des pitchs les plus rapides, d'être sur le marché pour pouvoir pitcher le plus rapidement possible. Je ne dis pas des pitchs rapides, mais d'être en situation de pitch le plus rapidement possible pour là aussi avoir toujours une notion d'efficacité, pas perdre du temps dans des choses qui n'en valent pas la peine. Top. Et vous avez aussi développé des outils pour vos LPs ? On a développé... Vous avez un LP dashboard. On a un LP dashboard, on aime bien ça. Et il se trouve que chez Newfund, on a des gens qui investissent leur propre argent. Ouais. Et ça fait beaucoup de LP. On a 200, 250 LP. Et comme ils investissent leur argent, ils ne veulent pas trop perdre de temps, mais ils veulent savoir un petit peu ce qu'on fait et où ils en sont. Et donc, c'est avec eux qu'on a développé cet outil. Alors là, qui pour le coup, c'est du software, qui permet pour eux de suivre au mieux leur investissement. Je ne vais pas dévoiler des petits secrets de fabrique. Ils adorent ça. Et c'est Fred Krebs chez nous qui était au marketing à ce moment-là et qui a développé vraiment un truc qui tient bien la route. Super. Merci François pour ta générosité et tous tes conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Newfund pour les prochaines étapes ? De trouver un peu notre scale, c'est ça aussi qu'on cherche. Ouais. Et puis de continuer à avoir des funders qui sont contents. On a un projet de nouveaux fonds et tous les funders qui ont cédé récemment leur boîte investissent dans le fonds et c'est un moment de satisfaction qui est grand et qui est important parce qu'un founder, c'est pas quelqu'un qui va dire merci, c'est quelqu'un qui est toujours exigeant et c'est comme ça aussi qu'ils nous font progresser. Ouais. Et voilà, et c'est des moments qui sont des moments forts pour nous. Super. Alors, je demande quasiment toujours, j'ai oublié dans l'enregistrement que j'ai fait précédemment de le demander, mais j'aimerais bien que tu nous fasses une recommandation avant qu'on se quitte. Quand je te dis livre, tu penses à quoi ? Celui que je suis en train de lire, c'est Une sortie honorable. Ouais. C'est un livre, on peut dire un peu d'histoire, sur la fin de la présence française au Vietnam, qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Mm-hmm. Et c'est un livre d'Éric Vuillard. J'adore les livres d'histoire. Oui. Donc, si vous aimez les livres d'histoire, je vous le recommande très fortement. Merci beaucoup François. Merci infiniment pour ce temps que tu nous as accordé. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.